excusez-moi, la dégaine, dimanche repas de Noël, lundi repas de Noël, mardi repas de Noël, mercredi repas de Noël, on n'en peut plus là, d'accord. La digestion c'est compliqué, donc vous voyez pas le bas, mais c'est gros chaussettes pilou, jogging, et puis là gros sweat, vraiment j'ai pas fait d'effort, veuillez m'excuser, mais c'est pas grave, 2024, on sera sur notre 31, ne vous inquiétez pas. On va donc passer tout de suite à la vidéo sérieuse bien sûr. Donc bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de décembre. Et oui, je le tourne le 30 parce que j'ai vraiment carburé, j'ai réussi à lire tout ce que je voulais avant la fin. Donc comme ça cette vidéo peut sortir du coup demain. Et être dans les temps parce que pour la première semaine de janvier je voulais pouvoir poster mercredi mon top 2023 et samedi ou dimanche mes flops 2023. Donc ma foi, on n'est pas trop mal dans le timing. Je suis accompagnée de mon super gobelet lapin, voilà, c'est bien sûr que de l'eau parce que il faut s'hydrater, c'est important. Si vous l'aviez vu, j'avais fait une vidéo sur ce que je voulais lire en décembre, donc j'avais fait une petite palle qui, vous allez voir, ma foi, a été très bien respectée, même davantage. Et j'ai donc lu au total, je crois, 46 livres, sachant qu'il y a beaucoup d'albums, il doit y avoir une dizaine d'albums. Donc je le dis tout de suite, je vais pas présenter les albums que j'ai lus parce que déjà la vidéo sera rallonge et je sais pas trop si ça vous intéresserait, donc n'hésitez pas à me dire au cas où si vous voudriez que je vous présente, peut-être pas forcément dans le bilan mais dans une vidéo à part, un petit point lecture spécial album, si jamais vous avez des enfants etc, ça pourrait vous intéresser peut-être, où je pourrais m'étaler un petit peu plus sur ça. Ma foi également, je vais passer vite sur certains livres parce qu'il y a pas mal de suites de séries. Et j'ai lu des romances de Noël, j'en ai lu 5 et je vous ai fait une petite vidéo spéciale sur ces 5 romances. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir. J'espère, avant de commencer, que vos fêtes se sont bien passées, si vous fêtez Noël ou non, enfin dans tous les cas que fin décembre s'est bien passé, qu'on n'ait pas en indigestion de saumon, foie gras et autres joyeusetés que nous pouvons retrouver au menu ces temps-ci. J'avais commencé le mois de décembre du coup en lisant une romance de Noël qui était Au secours, je suis dans un film de Noël, et comme je l'ai dit brièvement dans ma vidéo sur ces lectures là, moi je suis très téléfilm de Noël, vraiment je suis pas très romance de base, ni film d'amour ni quoi que ce soit, mais alors les films de Noël, paf, comme je vous dis, je suis une wings de Noël dès que ça arrive parce que je me transforme, j'adore ça, ça marche à tous les coups sur moi. Et jusque là, je n'en avais jamais lu, j'ai toujours regardé mais jamais lu. Et j'ai voulu me lancer en ayant juste pour objectif principal déjà de rire et de retrouver l'ambiance film de Noël, donc les clichés, les choses, voilà, pas des trucs trop tirés par les cheveux, on voit tout venir, enfin voilà, je peux dire qu'avec ce livre, je l'ai retrouvé. J'avais mis 5 sur 5 au coup de cœur, c'est toujours un peu entre les deux, mais j'ai vraiment adoré. Avec du recul, quand je vois les 5 lectures que j'ai faites, c'est vraiment l'une des deux qui est ressortie vraiment du lot. Donc ici, on retrouvait Zoé, qui était une jeune femme fan inconditionnelle de Noël. Mais ce Noël-ci, c'est un peu plus compliqué pour elle parce qu'elle est fille unique et ses parents sont partis en croisière, donc elle va le passer seule. Et en plus, son mec a décidé de faire un break sorti nulle part parce que monsieur travaille dans la même entreprise et l'une des promotions de travail n'est peut-être pas pour lui mais pour Zoé, donc monsieur est un petit peu jeune, donc monsieur décide de faire un break, les hommes. Et du coup, pendant que Zoé décore son appartement, elle va faire une mauvaise chute qui va la propulser dans un scénario de film de Noël. Et l'auteur a réussi à faire en sorte qu'on ne sache pas si elle vivait réellement cela, d'une certaine manière, ou si c'était vraiment une espèce de rêve dans un coma suite à la chute ou quoi. Et j'ai trouvé ça très bien ficelé, c'était très drôle. On retrouve le village de Noël, le papa veuf,
un peu dans la panade avec son entreprise de sapin, une petite gamine qui fait les 400 coups mais qui voilà, est un peu lutin de Noël. On a tous les personnages secondaires qui gravitent autour, donc les faux Père Noël, enfin les sosies, Père Noël, Mère Noël. J'ai trouvé ça très bon, c'était très drôle, j'ai beaucoup aimé. Ça a le côté cliché tiré par les cheveux juste comme il faut, qu'on pourrait trouver sur M6 le jeudi après-midi, vous voyez. Que dire d'autre parce que je ne vais pas m'épancher. Oui, la fin indique peut-être un potentiel tome compagnon sur un autre des personnages avec une ambiance un petit peu western. J'espère vraiment, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, que ça va se faire et que ça va être vrai parce que je suis très intéressée, Madame Juliane Bastard. N'hésitez pas, je suis le public. S'il faut qu'il n'y ait qu'une lectrice, ce sera moi, pas de souci. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu mon premier livre de Sophie Jomain. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Alors, Sophie Jomain, je connais de nom, avec les étoiles de Noël's Head, tout ça. Je n'ai jamais lu, je ne vais pas m'épancher, voilà, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu non plus envie. Un petit peu mitigée sur cette lecture, comme je le disais dans mes vidéos, pour tous les avis détaillés vraiment où j'approfondis mes ressentis, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, ici, comme l'indique le titre, je ne sais pas pourquoi je m'y suis pas fiée, j'ai dû bugger sur le résumé où vraiment j'étais dans une autre dimension à ce moment-là quand je l'ai acheté. Mais du coup, c'est une histoire qui se passe dans les Caraïbes, enfin à Saint-Barth, où on rencontre Rosalie, donc Rosie, qui est un peu agente immobilière de luxe. Elle s'occupe un peu des villas des grands propriétaires quand ils sont absents et elle s'occupe d'eux quand ils arrivent, enfin bref. Et du coup, l'ambiance de Noël dans les Caraïbes, forcément, c'est pas l'ambiance qu'elle connaissait en France où elle a grandi parce que il n'y a pas de neige, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de tout ça. Là, on est vraiment sur le sable blanc, les tortues de mer, l'eau, les bateaux, machin. Donc, j'ai pas réussi à me mettre réellement dedans. Après, c'est pas un problème de plume ou d'auteur. Vraiment, j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé la plume très agréable, j'ai souri, j'ai bien aimé les personnages, c'était très intéressant. Mais voilà, j'ai pas réussi à me projeter dans le côté ambiance de Noël. J'ai réitéré Sophie Jomain comme auteur, je pense, mais ce n'est pas celui-là que, si vous voulez une romance de Noël, c'est pas celui-là que je vous recommanderais, même s'il était très sympa. Ensuite, vous allez voir vraiment, que ce soit dans les couvertures ou dans les thématiques, vraiment, j'avais vraiment réservé certains titres exprès pour cette période. Et je suis pas peu fière parce que du coup, j'ai enchaîné avec forcément le tome 3 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui du coup, c'est une série qui sera en 4 tomes, donc il y en a un par saison. Vous avez le premier, c'est l'été, ensuite on avait l'automne, et celui-ci, c'est l'hiver. Alors, pour moi, il faut quand même lire les autres avant. Il y en a qui disent que ça peut être un pentamment. Je continue à réitérer mon avis que pour moi, c'est bien de les lire à la suite pour pas avoir de spoil et avoir toutes les références. Ici, du coup, on va retrouver notre cher libraire Archibald qui, à l'approche des fêtes, va partir en voyage à bord d'un très beau train style Orient Express avec son neveu Bartholomé. Bartholomé qu'on découvre notamment dans le tome 2, principalement avec l'intrigue du tome 2. Ils partent à la recherche des parents de Bartholomé, donc la sœur d'Archibald, qui a envoyé une lettre pour dire qu'ils allaient être là à temps pour les fêtes avec des cadeaux, nanana. Sauf que le moment venu, pas de son, pas d'image, donc que s'est-il passé? Où sont-ils? Qu'est-il arrivé? Donc nos deux monarques, oncle et neveu, vont partir sur leurs traces. Et comme dans chaque tome, on a des thématiques abordées qui sont très fortes, qui sont très importantes, qui sont très bien représentées. Pour moi, c'est encore un sans faute. C'est à la fois, pour moi, une série qui peut se lire jeunesse, mais aussi adulte, parce que on ne le lira pas de la même façon. Je pense qu'on ne l'abordera pas de la même façon qu'on ait 10 ou 35 ans. Voilà, donc ça je peux que vous recommander, c'était une très bonne suite et j'ai hâte de voir la conclusion, mais j'ai aussi pas hâte parce que j'ai pas envie de quitter cet univers que je trouve très chouette. Voilà pour ça. Ensuite, alors, comme je l'avais présenté dans ma vidéo pâle, il y avait cette relique sur mes étagères, accompagnée de ses frères et sœurs, les tomes 2 et les tomes 3, que j'avais à chaque fois à leur sortie parce que c'était vraiment une série qui me hypait de ouf. Mais je vous l'avais dit, j'avais peur que la hype mette mes attentes trop hautes, que je sois très déçue. Et en plus, j'avais peur de ne pas aimer le personnage principal. J'ai donc lu le premier tome des Fiancés de l'hiver, enfin de la passe miroir, donc les Fiancés de l'hiver, de Christelle Dabos.
Et ça a été une agréable surprise. Alors, j'ai une expérience en demi-teinte parce que pendant le challenge des Hunger Books le mois dernier, j'ai gagné un abonnement à Nextory, donc avec les livres numériques et des livres audio. Et celui-ci était en livre audio, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et ça m'a laissé un petit peu en demi-teinte ce côté audio, dans le sens où moi je suis quelqu'un, j'ai toujours tendance à divaguer. Quand il y a un fond, que ce soit musical, la télé, machin, toujours mes pensées elles s'égarent, je pense à d'autres trucs. Et avec le livre audio, il faut quand même se concentrer le temps d'être dedans parce que sinon on oublie vite des choses. Et ça va, là j'ai trouvé que ce côté j'avais réussi à m'adapter, donc sur ce point c'était cool. Vous verrez par la suite que j'ai lu d'autres livres en audio. En revanche, ce qu'il n'a pas fait avec l'audio de ce livre, c'est le narrateur. Vraiment, alors les parties descriptives, narratives, d'accord, mais alors les dialogues, monsieur, non. Ouh là 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 là, une catastrophe. Vraiment, à vouloir donner des intonations au personnage, quand c'est une fille ou un garçon, vous avez Ophélie. Il lui donnait une petite voix comme ça en mode elle était toute timide, qu'elle soit timide, ok, ça ne justifie pas, elle peut parler pas fort mais elle n'est pas débile. Et pareil pour le personnage de Thorn, ouais, ok les gars, ouais, non. C'était trop, ah non, je détestais, vraiment ça m'a énervé parce que ça me coupait, en fait à chaque fois qu'il y avait un dialogue ça me coupait dans ma lecture alors que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, j'ai lu en parallèle audio et en papier. C'est vrai que mon expérience papier était bien plus agréable. J'ai bien aimé. Après, est-ce que la hype est justifiée? À mon sens, ça n'apporte rien de nouveau au jeu. C'est très ingénieux, ça n'a pas de souci, le côté citatiel, les arches et tout, ok. Les personnages sont sympas, j'avais peur de pas aimer Ophélie parce que j'avais peur que l'auteur veuille se mettre en scène à travers son personnage, vous voyez, un peu pour booster son ego. Mais ma foi, elle m'a bien plu. Thorn par contre m'a laissé de marbre, vraiment casse-pied des pieds à la tête. Pénible, ronchon, vraiment aucun intérêt pour lui. Par contre Archibald, personnage très sympa, vraiment les personnages secondaires j'ai bien aimé, mais voilà, l'intrigue n'est pas dithyrambique, les révélations ne m'ont pas laissé sur les fesses, donc je suis contente de l'avoir lu après la hype parce que sinon je pense que j'aurais été très très déçue. Là j'ai bien aimé, j'ai envie de lire la suite, donc j'ai les 2 et 3, donc ça va passer, je pense que le 2 va passer en janvier. Mais voilà, c'était pas non plus la révélation du siècle. Et puis ouais, le côté audio avec les dialogues catastrophiques là, merci non merci. Je suis désolée si j'ai l'air avachie, je dois avoir l'air bibendum, vous voyez, genre parce que mon pull comme il est très grand, il s'étale. Et donc je dois avoir l'air un peu en mode dans mon canapé. Mais vraiment aujourd'hui, c'est jogging parce que j'aurais pas pu mettre de ceinture, enfin vous voyez les jeans avec la préfète, pas possible. Bref, poursuivons avec une romance de Noël qui a été pour moi un coup de cœur, malgré que j'ai vu quelques retours pas très, un peu mitigés sur les réseaux, et avec du recul je les comprends. Parlons-en. Donc vous l'avez sans doute vu si vous avez regardé notre vidéo, mais j'ai lu Hamster, Bretzel et Mariage à Noël, qui a été pour moi un coup de cœur, voilà. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je me dirais que j'ai peut-être préféré Au secours, je suis dans un film de Noël, pardon, que celui-ci. Je sais pas, c'est un petit peu tendancieux, un petit peu sur la sellette, parce que comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, moi j'adore les téléfilms de Noël parce que c'est toujours vraiment dépaysant. Et j'ai du mal avec l'histoire que ce soit, pas forcément roman de Noël, mais en général, à part peut-être les contemporains, adultes. Mais quand ça se passe en France, j'ai un peu de mal à me projeter, à visualiser, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est mon pays, bref, je vais pas refaire le même refrain. Tout ça pour dire que ici on est du coup côté Alsace, donc près de Strasbourg. Donc on retrouve Amandine qui est wedding planeuse et qui pour mi-janvier va mettre en place le mariage de sa meilleure amie Lorraine. Sauf qu'un bel après-midi, Lorraine l'invite à boire un café pour lui annoncer que finalement elle veut se marier le 24 décembre. Donc évidemment ça va tout chambouler parce que autant organiser Amandine peut l'être, mais un 24 décembre, surtout dans cette région, forcément ça attire les touristes, donc les logements pour toute la famille de Lorraine et du conjoint, pas facile, donc il va falloir qu'elle trouve une solution, et la solution est toute trouvée quand il s'avère que le golf familial, enfin le domaine familial hôtelier, s'avère être fermé pendant cette période, donc ce serait tout bénéf. Sauf que forcément, ombre au tableau, là-bas, qui est à la tête de cet empire? C'est forcément Romain, le frère de Lorraine, qui n'est autre que
je dirais pas le harceleur parce que c'était pas non plus à ce stade, on le comprend, mais en gros qui a un peu vanné et piqué Amandine quand il était au lycée avec sa sœur. Alors, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on a vraiment des petites références à l'Alsace que j'ai trouvé chouette, des petits mots de vocabulaire et tout, et on prend pas le lecteur pour un débile, vous voyez, si on va dire un terme, on va pas l'expliquer en mode dictionnaire, vous voyez, ça va être fluide et tout, donc ça j'ai bien aimé. J'ai trouvé la romance très chouette, et en fait quand j'ai lu, je me suis fait la réflexion que le roman Love Interest c'était un peu une girouette. C'était un peu une girouette parce qu'un coup il aime trop, il la veut, et puis après, ah non c'est pas possible, il la repousse et tout, et machin. Et c'est vrai qu'avec le recul, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, le côté féminin, c'est que ça m'a fait beaucoup rire. Vraiment, j'ai vraiment eu des éclats de rire et c'est l'humour que j'ai préféré dans ce livre. Et c'est vrai que la romance, avec du recul, et puis pour en avoir discuté, avoir lu d'autres avis, c'est vrai que le mec est un peu bancal et c'est un peu très rapide. Genre, il passe un peu très vite à autre chose. Donc c'est vrai que c'était pas si bien fait que ça. Mais à part ça, ça m'a bien plu. J'ai trouvé le côté wedding planner, organisé de mariage et tout, très sympa. Les personnages secondaires qui gravitent autour d'Amandine sont chouettes, à l'exception de la belle-mère qui parle en hashtag. Enfin, hashtag, et ça c'était nul. Vraiment, elle, je l'ai détestée, elle était pénible. Mais voilà, c'est vrai que je l'ai mis en coup de cœur, mais avec du recul, peut-être qu'il serait plus 5 sur 5 et l'autre passerait en coup de cœur, enfin vous voyez, micmac, bref. Mais je vous le recommande quand même parce que c'était sympa. Et puis l'année prochaine, j'y resterai beaucoup. Voilà, si mon petit chéri, tu entends ça, prépare-toi parce qu'on va acheter des décos de Noël et manger des bretelles. J'ai donc lu ensuite Noël à Silver Peaks de Marlène Ello-Radana. J'ai pas dit les autres auteurs, mais je pense que vous les verrez, mais sinon tout est en barre d'infos pour retrouver les livres. Ici, on rencontre Connor, Leia et Ellie, qui sont trois personnes, j'allais dire distantes, mais enfin disparates, mais non, parce que Connor et Leia sont liés, parce qu'ils sont parrains, filleuls et oncle et nièce. Et Ellie est de son côté, et du coup, ici, en fait, chacun du binôme a vécu un deuil. C'est-à-dire que Hayley a perdu sa grand-mère il y a peu et du coup dans les dernières volontés de sa grand-mère c'était qu'elle aille passer Noël à Silver Peaks parce que c'est un endroit qui comptait beaucoup pour elle et donc poussée par ses meilleurs amis et tout, elle va y aller, elle va dire bah, de toute façon c'est ce que voulait ma grand-mère, je vais le faire, ça coûte rien, en plus c'est Noël donc un petit village, ambiance Noël, let's go. Et à côté on a Connor et Leia qui sont également en deuil parce que dans un accident de voiture un an plus tôt, le frère de Connor et sa femme sont décédés, donc les parents de la jeune fille, et il est devenu le tuteur légal par ce biais. Et pour se dépayser un peu, pareil, il est encouragé à aller prendre des vacances à Silver Peaks pour penser à autre chose pendant ce moment-là, pour éviter d'être renfermés sur eux-mêmes et ne penser qu'à l'anniversaire du décès. Donc, de là, nos personnages vont se rencontrer d'abord dans un premier temps dans l'avion. C'est-à-dire qu'ils vont être sur la même rangée et donc Leia la gamine va tout de suite se prendre d'affection pour Hayley parce qu'en plus Hayley va lui offrir des chocolats, donc avec un enfant ça ne peut que marcher. Et puis on va déjà avoir un petit jeu chat et chien de pique entre Connor et Hayley. Donc voilà, on a ça. Et puis après à l'atterrissage, Hayley qui devait avoir loué une voiture, en fait ça n'a pas marché. Il s'avère que c'est Connor qui a loué la voiture mais elle peut pas aller avec lui parce qu'ils vont pas au même endroit techniquement. Et vous voyez déjà, et puis donc après je vais le faire courte, chacun arrive à Silver Peaks et donc ils sont accueillis forcément par un sosie Père Noël, Mère Noël et ce sont des chalets et forcément ils sont voisins de chalets et comme la petite gamine elle adore Hayley, elle va tout le temps vouloir la voir donc les activités ils vont souvent les faire ensemble, blablabla. J'ai pas besoin de vous en dire plus parce que c'est typiquement, je sais pas si vous allez voir que j'ai mes jambes mais je m'installe vraiment comme si j'étais chez ma mère. Bref, et du coup, là pour moi c'est vraiment l'ambiance téléfilm de Noël. Vraiment de A à Z c'est l'ambiance téléfilm de Noël parce qu'on a vraiment les quiproquos, les situations cocasses, l'enfant, le côté parent endeuillé, enfin vous voyez un peu père solitaire. Très Noël, vraiment c'est dans celui-ci je dirais que j'ai le plus ressenti l'ambiance de Noël. En plus l'auteur a fait, je vous l'ai dit dans la vidéo, elle a fait une playlist. En fait, chaque chapitre correspond à une chanson et c'est une playlist que de Noël. Moi, j'avais mis ça, j'étais à fond dedans. Vraiment, ça, c'était le gros plus. Après, ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur et ce qu'imaginez aussi dans certains autres livres romances de Noël, et je le disais dans la vidéo, je m'y attendais pas, mais on a une dimension smut
assez importante. Surtout dans celui-là, j'ai trouvé que des fois ça prenait un peu le pas sur le côté mignon et que ça cassait un peu le côté innocent du téléfilm romance de Noël, parce que ce qu'on vous montre à la télé, forcément, il faut que ce soit un peu édulcoré, c'est chaste, vous voyez, ou alors ça va être sous-entendu, mais c'est jamais montré ou quoi. Et j'ai trouvé que là c'était explicite. Alors peut-être que c'est parce que c'était un Hugo New Romance et donc c'est le fait que la collection est comme ça. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu, à des moments, voilà, j'étais un peu en mode ouais, regarde ces gros ploplos. Moi je préfère qu'elle mange un biscuit à la cannelle. Voilà, il n'y a pas besoin de ça. En fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin que ce soit aussi détaillé. Ça aurait pu être très bien sous-entendu, justifié en 2 phrases. Ça m'aurait davantage convaincu. Donc voilà, ça m'a un peu sorti de mon truc. Mais c'était quand même une très bonne expérience de lecture. Je vous le recommande vraiment si vous voulez vous plonger dans le monde de Noël. Suite, malheureusement, la dernière romance de Noël a été une déception. J'ai lu mon premier Jenny Colgan, Noël à la charmante librairie. Donc de Jenny Colgan, j'ai la petite boulangerie du bout du monde que je vais lire, je pense, en janvier ou février dans le cadre d'un challenge. Donc peut-être que ça me plaira davantage, mais ici ça ne m'a pas convaincue. Déjà, je l'ai acheté en mode la charmante librairie, je savais que c'était une des séries de Jenny Colgan, mais en lisant les résumés des différents livres, je me suis dit peut-être qu'on va avoir des mentions de certains personnages, mais ça ne va pas être une suite directe. Effectivement, ça peut se lire indépendamment parce qu'une personne concernée par un des autres volumes apparaît que vers la fin, donc ça m'a pas perdu, j'étais pas en mode je comprends pas la ref. En revanche, ce que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé ça trop tranché. Dans le sens où j'avais l'impression qu'on passait d'une scène à l'autre du coq à l'âne, que c'était pas fluide, que c'était pas. Il n'y avait pas de connecteur logique. Genre vraiment, c'était un chapitre, pas faute chose. Un chapitre, pas faute chose. Alors qu'en soi, c'est censé se suivre et s'enchaîner. Mais ça l'a pas fait avec moi. Et alors, le gros point noir de ce bouquin, pour moi, c'est les personnages. Ils sont antipathiques. Ils sont pas creusés. Donc, on peut pas s'attacher à eux. Et ils sont détestables. Déjà, pour moi, la quatrième de couvre, le résumé est trompeur. Parce que, comme je le dis dans ma vidéo spéciale Romance de Noël, on nous dit qu'un auteur célèbre et charismatique va s'intéresser à la librairie machin. Et comme notre personnage principal, Carmen, a été engagé pour aider le libraire à redresser la librairie, je me dis, ah bah ça se trouve, l'auteur, il va avoir des petits tips, des petites astuces et tout, des petits conseils, et ils vont être à 2 là-dedans pour aider le vieux libraire. Et ils vont tomber en romance. Non, en fait, l'auteur charismatique et célèbre, il est exécrable. Vraiment, il est imbu de sa personne, il est détestable. Aucun intérêt. Carmen, pareil, elle se retrouve là parce que l'entreprise dans laquelle elle travaillait s'est vue être fermée malheureusement. Et elle s'apitoie tout le temps sur son sort. Elle ne fait que se plaindre et que genre, madame. Parce qu'elle a une sœur et sa sœur a réussi, parce qu'elle s'est donné les moyens de réussir. Donc elle est avocate, elle a une grande famille, une belle maison, dans un beau quartier, un bon mari, etc. Et Carmen, elle est avec ses parents, oui, mais vous préférez Nana, parce que Nani, parce que... Et moi on m'aime pas, c'est vrai que je suis la plus nulle, la plus mauvaise. Ma sœur, arrête de te plaindre, mets les pieds dans le plat et puis bouge-toi le cul en fait. À un moment donné, désolée, mais moi les gens qui s'apitoient sur leur sœur alors qu'ils font pas d'efforts pour s'en sortir, ça m'énerve. Voilà, désolée, j'ai été très véhémente là, mais les gens essayent de faire au mieux pour elle. Là, le petit job qu'elle s'est trouvé, c'est via sa sœur, c'est Sophia, ouais, j'allais dire Sonia, non, c'est Sophia, qui elle est enceinte, donc elle continue quand même à travailler. Déjà, c'est tout à son honneur. Elle s'occupe de ses 3 autres chiards là, même si une nourrice qui est aussi exécrable, je le dis au passage. Elle lui trouve ce petit boulot et ça va encore pas. Bah, à un moment donné, débrouille-toi toute seule en fait. Reste à te morfondre, à chialer chez toi. Non, vraiment, c'était pas une bonne expérience de lecture. J'en ressors pas avec un bon souvenir et je suis très déçue parce que ça parlait d'une librairie, en plus ça se passait en Écosse. Alors autant les paysages ça avait l'air très chouette, c'était bien fait je trouve, mais tout le reste ça allait pas du tout. Genre vraiment j'ai pas du tout aimé. Voilà. Ensuite, sur une note plus positive, j'ai lu le tome 2 de Hadji Morton, Reine du Mystère, que je vous ai présenté le premier tome il y a quelques temps. Je sais pas si je l'ai présenté en vidéo, mais je vous l'ai présenté dans les recos de Noël, dans il y a quoi dans ma haute. Enfin bref, tout ça pour dire que, encore une très belle thématique respectée. Ici, du coup, on retrouve Hadji, enfin Agatha, et son acolyte Hector, qui vont passer des vacances de Noël chez la sœur de Hadji pour Noël. Et il va s'avérer que bah, forcément une troupe de comédiens va venir pour faire un spectacle lors du repas et l'un des comédiens va être retrouvé décédé. Donc comme dans le premier tome, petite enquête et tout. Je vous avoue que dans celui-ci on a la cousine du coup, ouais, une cousine de Hadji qui un peu va se greffer au duo et elle était un peu peste.
celle-là, vous voyez, autant j'aime beaucoup Adji et Hector, mais l'autre était un peu peste parce qu'elle voulait s'attirer les mérites, enfin bref, une sale gamine. Et par contre, j'ai bien aimé parce qu'Hector est bien plus présent dans ce tome, donc ça c'était très chouette. Mais je reste avec une petite affection plus particulière pour le premier parce que vraiment on découvrait tout. Après voilà, l'intrigue est ici aussi bien ficelée, on s'attend pas au dénouement si, mais pour un enfant à 9 ans, je trouve que ça fait toujours très bien le taf. Toujours des références à Agatha Christie, c'est toujours très chouette. Moi je ne peux que recommander et j'espère que c'est pas fini, qu'on en aura d'autres parce que c'est vraiment très chouette. Dans Michel Lagerbourg, j'ai lu Crescent City, le tome 1 qui avait été un énorme coup de cœur, et comme Marina m'avait dit qu'une lecture commune était organisée en décembre pour le tome 2, je n'avais pas enchaîné directement. Donc j'ai pris mon mal de patience, est arrivé décembre, je me suis plongée dedans. Et du coup, j'ai lu le tome 2 de Crescent City. Le premier avait été un coup de cœur, celui-là ne l'est pas. C'est un 4. Tu viens me déranger? Oui, je viens de me ranger. J'ai été coupée parce que monsieur est parti jouer à pétanque, donc il a déménagé l'appartement là pour prendre toutes ses affaires. Bref, j'ai été coupée dans mon élan, mais je sais plus ce que je disais. Oui, que j'ai lu du coup le tome 2 de Crescent City. Oui, ça y est. Je disais que c'était un 4 étoiles, c'était pas un coup de cœur pour plusieurs points. Alors déjà, j'ai apprécié retrouver l'univers, ça aucun problème. Toujours la plume très bonne, les intrigues très bonnes. Après, concernant les intrigues, j'ai été avec ce tome moins surprise et moins sur les fesses qu'avec le premier. Vraiment, le premier, ça s'enchaînait, surtout vers la fin, vraiment les révélations, ça y allait. Là, les révélations, la plupart m'ont laissé genre, ouais, genre, bof, genre, vraiment. J'entends par là que déjà, on va parler du gros, sans spoiler, la fin. La fin, il y a un élément qui apparaît. Je pense que vous voyez de quoi je parle si vous l'avez lu, ou si vous êtes spoilé exprès, je ne sais pas. Mais il y a un élément qui va être pris en compte pour la suite. Et moi, ça m'a laissé complètement de marre. Vraiment, je l'ai vu venir. En fait, je l'ai vu venir à 10 000. À partir du moment où il y a une phrase, et je me dis, oh, l'auteur, elle va nous foutre un tel ici. Et puis, elle va faire un lien entre certaines choses. Et moi, vraiment, ça m'a laissé de marre parce que, de base, le un tel, dont je ne citerai pas le nom, me laisse un peu de marre. Genre vraiment, je trouve que tout ce qui est autour de lui, son univers et tout, ça me transcende pas. Donc que ça vienne là-dedans, je trouve ça un peu naze, un peu posé sur la soupe. Genre, l'auteur a voulu révolutionner le machin, ça, pour moi ça fonctionne pas. Enfin bref, j'attends de voir, mais ça m'a pas transcendé. Pareil, on a des révélations sur les grands méchants. Vraiment du blabla pour dire juste ils sont très méchants. Bof. Après, ce que j'ai aimé vraiment dans ce bouquin, c'est les personnages secondaires et tout ce qu'il y a autour d'eux. Vraiment, je trouve que Sarah J. Maas a un univers très complet, mais aussi des personnages très complets. On a beaucoup de personnages, mais ils ont tous leur propre identité, caractère, personnalité, propre histoire, et on a des révélations sur eux et sur leur cheminement tout au long du truc, et ça vraiment ça m'a un peu bluffé. J'ai trouvé ça très chouette parce qu'il y a vraiment des choses qui m'ont surprise. Il y a des relations que j'attends de voir évoluer, que j'espère voir évoluer ou se développer entre certains, et j'ai vraiment hâte de les retrouver. C'est d'ailleurs ce qui fait que la relation entre Bryce et Hunt, notre couple phare, me laisse de marbre aussi. Vraiment, pour moi, leur romance, elle me transcende pas du tout. Le smut entre eux me fait ni chaud ni froid. Vraiment, leur romance, pour moi, elle est barbare. Genre vraiment, je suis vraiment davantage intriguée et intéressée par tous les autres personnages autour, même les plus secondaires de secondaires, que par eux deux. Vraiment, le Hunt, il est niais comme pas possible. Il était un peu badass et tout dans le premier, mais alors dans celui-là, il est mielleux, canard au possible. Je suis désolée, je me répète, mais vraiment, j'ai pas d'autres mots. Voilà, genre vraiment, il est cucul à praline. Et puis alors là, Brice, pareil, elle est... Alors dans ce tome, je l'ai détestée. Vraiment, je l'ai détestée. Je l'avais adorée dans le premier, mais alors dans celui-là, elle prend la grosse tête, elle prend le melon, la gosse, une pastèque. Vraiment, Jimmy Neutron à côté, c'est une cacahuète sa tête. Elle en fait qu'à sa tête, elle prend des initiatives
ça met en danger tout le monde, alors que ça pourrait être évité ou au moins contourné si elle décidait de communiquer. Mais elle préfère en faire qu'à sa tête, elle est butée, une tête brûlée. Genre vraiment, elle m'a fait souffler sur des trucs, genre, il y a des morts qui auraient pu être évitées si madame avait réfléchi. Mais en plus, c'est que, comme à chaque fois, je le dis, comme avec Poppy dans Notre Nation, Lara dans Le Pont des Tempêtes, les nanas, on les prévient, on les met en garde, mais non, ça suffit pas, elles foncent dans les ennuis. Et forcément ça dégénère et après elle chouine. Et le pire c'est que Brice ne se remet pas en question. Quand elle a tort, c'est les autres qui ont tort. Et c'est les autres qui doivent s'excuser. Ah non. Donc là, non, ça n'a pas fait. C'est vraiment ça le gros point noir pour moi. C'est vraiment Brice Hunt et la fin. La fin, bref, voilà. Je sais que Marina l'a adoré par exemple. Parce que le Intel que je n'ai pas cité, elle adore. Donc voilà, je peux comprendre, il y en a pour tous les goûts. Après, j'ai hâte de voir le 3 où ça va nous mener. Petite interlude graphique, si je ne vais pas vous parler des albums que j'ai lus dans cette vidéo parce que voilà, ça traînera en longueur pour pas grand chose. Je vais vous parler de 3 BD que j'ai lus. Alors, j'ai lu Le Roi Ensommeillé, donc dans la collection Métamorphose. Alors, avant c'était Soleil, je crois, mais maintenant c'est Oxymore Édition. Je sais pas trop, ils ont fait un micmac, enfin bref, j'ai pas compris. Ici, on rencontre notre personnage qui est Ella et en fait, on est dans un monde hiver à recouvert de monde et donc il n'y a plus de soleil, etc. Et la neige, du coup, a un effet un petit peu néfaste sur les gens parce qu'elle les endort. Et donc, tout le monde est dans un sommeil profond et tout. Enfin, il y a tout un mythe autour de la neige. Et du coup, Ella va partir en recherche d'un remède dans un pays lointain. Elle va croiser des gens, enfin voilà, pour voir ce qui peut s'en découler. J'en dis pas plus parce que on peut rapidement être spoilé, je dirais, parce que vu le début, on est direct dans le vif du sujet en fait, c'est ça. Et donc, j'ai trouvé que c'était une très bonne BD. C'est un très beau conte initiatique. C'est un tome unique, je pense. Je pense pas qu'il y aura de suite parce que la fin ne le suggère pas, mais du coup voilà, elle veut trouver un sens et une solution à cette malédiction et du coup c'était sympa, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas révolutionné le genre de la BD, on voit pas trop mais je vais essayer de rapprocher, je sais pas, mais on est sur des dessins voilà un petit peu, c'est tout doux, c'est vraiment chouette, les couleurs sont très chouettes, voilà, c'était pas la révolution du siècle mais c'était cool. J'ai ensuite lu, pareil, toujours chez Métamorphose, Oxymore, on ne sait pas qui c'est, on ne sait plus qui vous êtes, Les Royaumes Muets de Séverine Gauthier et Jérémy Almanza. Alors, ces deux personnes ont écrit une autre BD, ou un album, non, c'était une BD, je crois. Bref, ils ont écrit Cœur de Pierre à l'époque, que j'avais lu, j'avais détesté. Vraiment, je suis désolée, monsieur, madame, mais j'avais détesté Cœur de Pierre, j'avais trouvé ça vraiment très malaisant, méchant, enfin, je sais pas, ça m'avait vraiment. Donc j'avais laissé tomber et j'ai fait le rapprochement qu'après avoir lu cette BD, donc comme ça j'ai pas eu d'a priori à ma lecture. Ici on va rencontrer Perséphone qui est une jeune fille de 12 ans qui va faire face à la mort parce qu'un beau soir elle va faire face au fantôme de son voisin qui est récemment décédé. Et du coup elle va se rendre compte qu'elle voit les morts, elle va pas trop comprendre et puis d'un coup vont surgir deux squelettes qui sont en fait des chasseurs de soupirs. Et en fait, ils viennent pour prendre le dernier soupir du voisin défunt pour pouvoir faire sa transition pour qu'il puisse avoir son âme en paix. Et s'ils n'ont pas le dernier soupir, en fait, le défunt est condamné à l'errance. Et en fait, ils arrivent trop tard parce que le voisin est déjà décédé et ils n'ont pas eu le soupir. Et du coup, avec Perséphone, ils vont être entraînés dans ce qu'on appelle le royaume des morts pour elle, qu'elle explique parce qu'elle voit les morts, donc elle est un petit peu mal vue, donc il faut qu'elle se justifie. Et puis ils vont devoir faire cette chasse au dernier soupir pour pouvoir remettre les choses dans l'ordre. J'ai trouvé ça très chouette. Alors gros trigger warning parce que c'est centré sur la mort, c'est vraiment le sujet principal, la thématique. Donc si ça vous met un peu mal à l'aise, il y a des petites phrases qui sont un petit peu parlantes, donc ça peut mettre un petit peu mal à l'aise. Moi je sais que c'est une de mes phobies, donc j'étais un peu en mode allez prends-toi ça dans les dents. Des petites claques en mode hop, mais j'ai trouvé le concept et l'idée de royaume des morts et le côté chasse au dernier soupir, ça j'ai trouvé que c'était très ingénieux. Pour moi la fin laisse ouverte à une possibilité de suite, ce que j'espère parce que ce tome 1 pour moi
je pense clairement pas suffisant. J'ai envie d'en avoir plus. Si c'est juste ça, j'avoue que je serais un peu déçue. Mais je vous recommande si vous aimez une ambiance un petit peu à la... Ah bah je suis con. Ambiance à la Tim Burton, un peu creepy, mais pas trop. Mais voilà, c'est des couleurs, je sais pas si ça va ressortir parce que là, la ligne de type, je suis pas que j'ai beaucoup aimé également. Enfin, c'est plutôt un comic, c'est plutôt un format comics, hein, comme vous voulez. J'ai lu le premier tome de Scurry, La colonie condamnée. Donc c'est une trilogie qui est terminée, je préfère le préciser tout de suite comme ça. Ici, on est dans une ambiance pareil, un peu post-apocalyptique, dystopique, parce que du coup, on a eu... pareil, encore un problème avec l'hiver, vraiment, c'est un problème météorologique climatique où l'hiver est très présent et les humains ont déserté. Et du coup, là, on suit une colonie de souris qui dépendaient des humains pour être nourris, etc. Et qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes et qui doivent fouiner pour survivre, donc fouiner les maisons pour trouver de la nourriture, etc. Mais évidemment, ils ont des ennemis qui ne sont autres que les chats. Et les animaux en général, mais surtout les chats. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que du coup on a quand même un mystère qui se met en place parce que on n'a pas non plus les tenants et les aboutissants concernant ce fameux étrange et long hiver. Donc j'espère que dans les 2 autres tomes on l'a. Je pense que si j'avais le 1 et le 2 que j'aurais enchaîné, j'aurais peut-être été plus vite émergée, je ne sais toujours pas, dans l'univers. Au niveau des dessins, pareil, on est sur des couleurs selon les lieux. Vous voyez, on va avoir une zone ici, plutôt on va être dans les tons orangés, parce que ça va être, j'allais dire un champ, mais vous voyez. Et puis après, on a une ambiance un peu plus bleutée, parce qu'on va être dans la forêt, donc on change d'environnement, donc les couleurs changent aussi. J'ai lu et du coup terminé la saga Magic Charlie, publiée chez Gallimard. Ça a été ma deuxième expérience de livre audio, parce que je ne me suis pas arrêtée en si mauvais chemin, et pas en si bon chemin avec les fiancés d'hiver. Et ma foi, si ici encore, j'ai retrouvé ce problème de dialogue et d'intonation ridicule, j'ai trouvé que c'était mieux. C'était plus supportable. Pour vous dire, je l'ai quasiment lu qu'écouté en audio, donc c'est très chouette. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. En revanche, j'ai été un peu déroutée parce que vous voyez, sur la couverture, on a un bateau, enfin une espèce de voilier avec la mer et tout, des perles et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, je m'étais dit, il va y avoir des pirates, enfin, où on va être sur les flots, on va avoir le côté maritime, et pas du tout. Ça arrive qu'il y a un moment, genre vers la fin, et après ça colle, oui, avec le truc, mais c'est pas ce que je m'étais attendue, donc c'était ça m'a un peu déroutée. Mais sinon, j'ai trouvé que on avait une très bonne évolution des personnages, on avait beaucoup d'action dans ce tome. Moi, je suis satisfaite de la fin qu'on me propose ici. On a toutes les réponses à nos questions. Enfin, moi, j'ai pas eu le sentiment de me dire ah ça, j'ai pas eu de réponse. Mais voilà, c'était une très bonne expérience, que ce soit en audio ou dans le fond de l'histoire en général. Alors, un coup de cœur pour un livre qui n'était pas du tout destiné à en être un. Quand je vous l'ai présenté dans ma palle, je vous ai dit que j'avais très peur que ce soit axé sur le smut. Le smut à fond. Et ma foi, ça n'a pas été. J'ai donc lu Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling, publié chez Good Mood Dealer. Alors je ne connais pas du tout la maison d'édition. Et c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que j'ai trouvé ça très rafraîchissant, très drôle, très chouette. Très spooky mais pas trop. Spooky mais un peu Noël. Vous voyez, genre vraiment il y a des choses très chouettes. Donc on rencontre ici Vivienne qui, il y a 9 ans, s'est fait briser le cœur. Et du coup... comme c'est une sorcière avec sa cousine qui est sorcière aussi, elle a un peu lancé une malédiction autour d'un verre en mode je maudis, il s'appelle Rhys ou Rice, c'est un peu comme dans Rakota. Ça m'a perturbée. Mais du coup je maudis Rhys, je veux qu'il soit un tel truc, je veux plus qu'il puisse avoir de meuf, enfin vous voyez, genre des trucs à la con. Et donc les années passent et un beau jour, monsieur refait sa réapparition dans le petit village parce qu'il fait partie d'une grande famille de sorciers et donc il doit être présent pour, je crois que c'est le solstice. Et donc ils vont se retrouver face à face et on va se rendre compte qu'en fait la malédiction, elle fonctionne que quand il est dans ce village, genre à l'extérieur. Ok, tranquille, il vit sa vie, il réussit. Mais quand il est dans le village et pas loin de Vivienne, du coup, il
il est touché. Et en fait, j'ai trouvé ça très chouette. Je m'attendais par contre à ce que du coup le personnage masculin en question soit détestable, exécrable. En fait, pas du tout. Il est vraiment très chouette, très sympa. Leur romance est très mignonne. Alors oui, on a 2-3 scènes de smut, mais ça ne m'a pas dérangée. Elles étaient bienvenues, elles étaient bien faites, pas de soucis sur ça. Les personnages qui gravitent autour de Vivienne et Iris sont très, très chouettes également. Et petit disclaimer, mais d'après ce que j'ai vu, il va y avoir un tome 2, enfin un tome compagnon sur la cousine de Vivienne, donc j'ai très hâte de lire. Je pense que ça peut être très chouette, il y a moyen de faire un truc cool. Mais du coup, on va ici avoir la quête de trouver une solution à la malédiction, parce que Vivienne est un peu là, désolée, moi je pensais que j'avais fait des blagues, et en fait c'est pas des blagues, ça se passe vraiment. Et lui il est un peu en mode super merci, on fait quoi maintenant, je vais mourir. Et donc ils sont tous les deux à vouloir résoudre le mystère, et j'ai trouvé ça très chouette, un petit peu cliché. J'avoue qu'il y a des passages de l'intrigue qui auraient peut-être été plus développés, mais après le livre est assez petit, donc pour ce que c'est bien fait. Je peux que vous le recommander, moi j'ai passé un très très bon moment, c'était très cool. Maintenant on va passer au moment, un bon moment. Vraiment, je pense que vraiment cette expérience sociale, c'est vraiment pour la science que je le fais. Mais j'ai donc continué comme je vous l'avais dit, c'était en pourparlers, c'était pas à lire en priorité sur ce mois-ci. Mais si j'avais le temps, je voulais lire les tomes 3 et 4 de Journal d'un vampire. Alors, est-ce que j'ai déjà lu quelque chose d'aussi mauvais? Je ne crois pas. Vraiment, c'est parce qu'on peut pas mettre 0 sur Goodreads, mais là j'ai mis 1. Là j'ai dû mettre 2, mais je pense que ça vaut 1. Donc c'est catastrophique. Vraiment, mais c'est nul, ça n'a aucun sens. Alors, je pose une vraie question à vous, la communauté, les Maze Readers. Si vous avez lu Journal d'un vampire, est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Pourquoi vous avez aimé? Vraiment, je ne comprends pas comment on peut avoir aimé. Je ne comprends pas. Vraiment, l'intrigue du tome 3 est une arnaque, c'est une fraude. Ça n'a... vraiment, ah non. Genre, comment les gens qui ont lu ça ont pu détester la série? Comment ils ont pu aimer ça? Comment ils ont pu détester la série après avoir lu ça? Parce que la série est à un niveau... Mais messieurs, dames, la série est un chef-d'œuvre du cinéma. Du petit écran, comme on dit. Parce que là... Ah non, c'est une cata. C'est une cata. Et en plus, c'est dégueu. Vraiment, il y a des scènes là dans le 4. Je disais la dernière fois dans mon bilan, l'épouvanteur, il y a des scènes un petit peu dégueu, un petit peu gênantes. Là, c'est dégueu de chez dégueu. Genre, c'est limite une série un peu horrifique. Genre, je sais pas si c'est le but. Mais... Ah, ça me... Je vous jure, je lis et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas comment ils ont pu tirer la série de ça. Ils ont pris que des prénoms, c'est pas possible. Genre vraiment, il n'y a rien qui colle. Genre je me dis, mais Dieu merci, on n'a pas cette intrigue dans la série. Parce que là, cette intrigue de base, parce qu'elle commence ici, on a un petit peu la suite ici, mais c'est une catastrophe. Et alors les personnages, ils sont d'une nullité, d'un non-sens et d'une non-profondeur. À toute épreuve, c'est fabuleux à quel point c'est nul. Hein. Et je vais poursuivre. Vraiment, mon copain me dit, mais pourquoi, rien que de voir le livre, ça a l'air nul. Pourquoi tu continues? Parce que je veux voir. Je veux voir jusqu'où ça va parce que vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pourtant, je vous dis, autant, vous voyez, quand j'avais commencé, je voulais vraiment me dire par rapport à la série et tout. Et après, quand j'ai vu comment ça partait dans tous les sens, vraiment, c'était un feu d'artifice. C'était le 14 juillet. Je me suis dit, je vais le lire de manière détachée. Genre comme si c'était un livre fantastique, fantasy normal, avec un univers que je ne connais pas, parce qu'au final, je ne reconnais pas l'univers. Donc, à part des prénoms, je peux totalement me dérider de la série. C'est pas comme quand vous prenez une toilette où vous avez vraiment les mêmes intrigues et tout. Là, vraiment, ça n'a aucune similitude. Donc, je le lis vraiment de manière détachée. Et c'est risible. C'est risible tellement c'est mauvais. Sur une note tout aussi risible, j'ai lu, alors entre audio et... L'audio était plutôt pas mal pour le coup, et papier, j'ai enfin pris le temps de lire Le Monde de Narnia, enfin les chroniques de Narnia, donc là j'ai l'intégralité des 7 tomes, une cata sur 10, à nouveau, vraiment, oh mazette. C'était... Attendez, faut que je boive parce que là il me faut de la salive, parce que avec tout ce que j'ai... Ah non, ça c'est une oreille. Je ne comprends pas. Alors autant, genre,
c'est nul, mais c'est nul, nul. Vraiment, j'ai été déçue de voir que c'était aussi nul. Alors je savais que c'était jeunesse, parce que c'est vrai que quand on regarde les tomes à l'unité, enfin de manière indépendante, c'est des livres qui font entre 110 et 140 pages. Donc oui, c'est court, c'est de la jeunesse, pas de souci. Mais c'est mal écrit. C'est mal écrit de chez mal écrit. Genre, alors là, pour le coup, ça rejoint la pile que les adaptations cinématographiques sont meilleures que les bouquins. Vraiment. Alors, j'ai lu le premier, nul. Vraiment, encore. Non, alors je suis méchante. Le premier, ok. Sachant que moi, je les ai lus dans l'ordre chronologique, pas dans l'ordre de parution. Parce que l'ordre de parution, c'est comme les films qui sont sortis. C'est le lion, la reine sorcière, là, la reine blanche. Et puis le prince Caspian. Et puis l'Odyssée du passeur d'horreur, etc., etc. Moi, je l'ai lu dans l'ordre chronologique, donc avec les débuts, etc. Et après, on a Lucie, machin et tout. Donc le premier, je me dis, bon, bof, c'est de la jeunesse, ok, si tu veux. Mais déjà, c'était pas folichon. Genre, vraiment, ça m'a pas transcendé. Hein. J'ai écouté d'une oreille parce que j'ai écouté en audio. Bof. Le deuxième, par contre, alors là, je peux dire que oui, l'adaptation est très fidèle. L'adaptation film-livre, très bonne. Ça, rien à dire. C'est d'ailleurs le tome que j'ai préféré parce que, bah voilà, j'ai vraiment retrouvé ce que j'avais découvert à la télé et là oui. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 à ce livre. Ensuite le 3, alors le 3 est d'une nullité, mais d'une nullité. Alors, ah non, oui je veux dire sur le 2, le lion, la sorcière blanche, l'armoire. Dans le livre, la bataille, elle fait même pas 15 ennemis. La bataille, elle fait pas 15 ennemis. Genre c'était réglé en 2 coups les gros, un claquement de doigts c'était réglé. Alors ça m'a laissé pantoise. Vraiment j'étais là, genre vraiment, genre c'est pas, ça dégage rien. Genre je m'attendais à des scènes épiques et tout, rien du tout. Le 3 d'une nullité sans nom. Alors vraiment le 3 c'était le pire. Ça a été le pompon sur la Garonne, nul de chez nul. Le prince Caspian, alors mitigé campagne parce que le film, oui et non. Genre, je préfère le film. Vraiment, le film est meilleur. Mais pareil, nul. Et alors, l'Odyssée du passeur d'aurore, nul aussi. Vraiment, c'était catastrophique. C'était laborieux comme lecture. C'était laborieux. C'est des livres, il faut 110 pages. 110 pages, d'habitude, je les lis en même pas 1 heure. Dans un bouquin, dans Crescent City, 100 pages, je les lis en 1 heure. Ici, c'était... Ah, c'était long. Pour vous dire, l'autre jour, j'en parlais avec des gens, mon copain n'était pas dans la pièce, et un moment, il arrive, il entend, il fait « Ah, elle parle de Narnia 3 ». Et oui, je parle de Narnia 3 parce que c'était catastrophique. Et alors, le 6, on n'en parle pas, parce que ça reprend les personnages que j'aime pas. Et le 7, la dernière bataille, alors moi, je m'attendais à un truc de fou, la fin, pardon. J'étais là, non mais... Vous faites lire ça à des jeunes, vous donnez ça comme fin à des jeunes, mais c'est terrible, mais c'est illégal. Ah non, vraiment, c'était nul. Vraiment, non merci. Bah non, là, vraiment, le monde de Narnia, je vous le recommande pas du tout. Vraiment, nul. Regardez les 3 films qu'il y a, surtout le premier, le 2, mais lisez pas. Épargnez-vous ça parce que c'était nul. Vraiment, j'ai trouvé ça mal écrit. Je suis désolée, je suis personne pour dire ça, mais j'ai trouvé ça très très mal écrit. Il y a des tournures de phrases qui sont what the fuck. Il y a des scènes où vous attendez des trucs de ouf épique, genre comme dans le film avec les musiques et tout. Rien du tout. En 3 phrases, c'est bouclé. Vous n'avez pas le temps de respirer, c'est déjà fini. Non, c'était nul. C'était nul de chez nul. Vraiment, je peux plus le voir en nature, en peinture, en friture, tout ce que vous voulez, mais c'est plus possible. Mais par contre, celui que je peux encore voir en peinture et que je pourrais voir toute ma vie. Alors, ma première lecture de 2023 était Le Prieuré de l'Oranger. Et donc, je trouvais ça symbolique de clore 2023 avec ma dernière lecture qui ne pouvait être qu'autre que Un jour de nuit tombée, pareil de Samantha Shannon, qui est un coup de cœur incertifiable. Vraiment, j'ai préféré celui-ci au Prieuré de l'Oranger. Aussi parce qu'on a plus de dragon. Mais je l'ai bien préféré, je l'ai trouvé bien plus dynamique, bien plus rythmé. Les personnages bien plus travaillés pour le coup, plus profonds. Je me suis davantage attachée à eux. Alors le petit bémol que j'ai, bon, c'est, vous allez me dire, ne l'interprétez pas mal parce que c'est pas ce que je veux, mais je trouve qu'on a trop de représentation LGBTQIA+. Enfin dans le sens où toutes les romances sont soit FF soit MM. Il n'y a pas de masculin, enfin il n'y a pas d'hétérosexuel. Enfin c'est pas dans le sens où ça me dérange,
mais qu'on fasse de la représentation, pas de soucis. Mais je trouvais que dans le prieuré de l'Oranger, c'était mieux réparti. On avait de tout, on pouvait s'identifier vraiment chacun, que ce soit personne de couleur, personne de genre, personne d'orientation sexuelle. Vraiment, j'ai trouvé que c'était bien mieux dispatché dans le prieuré de l'Oranger. Ici, vraiment, j'ai trouvé que il y a des romances, je trouvais qu'elles étaient un peu là vraiment pour dire en mode cocher la case. Vous voyez, genre c'est bon, une lesbienne, hop c'est bon, un gay. Vous voyez, je trouve ça un peu nul dans le sens où, parce qu'il y a des personnages, au début ils ont une alchimie entre eux, et puis au final ils vont se retrouver gays et lesbiennes. Bah mettez pas autant d'alchimie entre eux alors, enfin je veux dire... Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était... faire pour faire et rentrer dans les cases. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Après, concernant l'ordre de lecture, parce que en fermant le livre, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'aurais aimé lire celui-ci avant de le ranger? Déjà, je conseille de lire les deux avec peu d'intervalle, parce que moi, ayant lu le premier vraiment en janvier, c'est vrai que là, je savais qu'il y avait des refs, je savais que les choses, les noms, les lieux, les situations me parlaient, mais pour les resituer, c'était un peu compliqué. Alors, on a quand même à la fin, on a 30 pages, enfin 20-30 pages de glossaire, donc que ce soit sur les noms, les lieux, les dates, etc. Donc ça, c'est très cool si vous aimez bien. Mais c'est vrai que j'aurais aimé les lire avec, pas forcément à la suite, mais vous voyez, genre comme avec Crescent City, laisser un mois pour que ce soit quand même frais. Après, si vous voulez vraiment avoir toutes les subtilités, toutes les références, que ce soit de personnages, lieux ou situations, je vous conseille de lire celui-ci avant et de lire le prieuré ensuite. Parce que oui, vous aurez des spoils, mais pour la compréhension, c'est tellement un univers complexe que pour appréhender cet univers, justement, je pense que lire le préquel d'abord et ensuite le prieuré, c'est mieux. Après, si vous lisez le prieuré pour avoir certaines révélations un peu surprises, lisez celui-ci pareil à peu d'intervalle après pour avoir toute la mythologie qu'il y a derrière et faire des liens que vous n'avez peut-être pas pu faire ou qui restent en suspens dans votre esprit dans le prieuré. Mais si demain en librairie on me demande, ou même dans mon entourage, est-ce que je dois lire celui-ci avant, je dirais de lire Un jour de nuit tombé en premier pour avoir une meilleure appréhension de l'univers, parce que je trouve que c'est vraiment mieux amené. J'ai été beaucoup moins perdue, que ce soit dans les lieux, les personnages et tout, les liens entre tout dans celui-ci. Voilà, ou alors de les lire à peu d'intervalle. Mais voilà, c'était ma dernière lecture de 2022. C'était une très bonne lecture que vous retrouverez forcément dans mes tops 2023. Comme je vous le disais en début de vidéo, les deux premières vidéos de janvier seront les tops et flops. Je ne veux pas faire qu'une vidéo parce que ça risque d'être très long. Déjà celle-là, ça se trouve, elle va être très longue alors que je pensais pas. Et encore, j'ai pas parlé des albums. Également, là, jusqu'à... alors vous verrez cette vidéo jusqu'à demain midi. Il y a un concours de Noël sur mon Bookstagram. Donc voilà, tous les liens seront en barre d'infos. J'espère que vous avez fait de très belles lectures, que ce soit en décembre ou tout au long de l'année 2023. Je vous souhaite pas la bonne année, ça ce sera pour la prochaine vidéo. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment, que la luminosité n'a pas trop été catastrophique et que la vidéo n'est pas interminable. Je vous souhaite un bon dimanche du coup quand vous allez voir ça. Moi là je vais aller rejoindre monsieur et les copains à la pétanque, donc je vais pas pouvoir rester dans cette dégaine. Voilà, encore désolée de me présenter comme ça, mais vraiment j'avais pas la foi là. La dinde elle est encore dans mon estomac, c'est limite si elle est pas encore vivante, donc ouf. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de belles lectures, un bon réveillon du 31 si vous le faites. Sinon, s'il est tranquille chez vous, passez quand même un très bon réveillon, accompagnez-vous d'un livre. Et puis moi je vous dis à mercredi, je pense, je vais gérer, donc à mercredi. Et voilà, salut!